soir aux Grands Entretiens, Franco Nuovo rencontre la comédienne Guylaine Tremblay. Bonsoir, au microphone Stéphane Garneau. C'est une des comédiennes les plus populaires au Québec. Guylaine Tremblay est née à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix en octobre 1960 d'un père navigateur. La famille déménage assez tôt dans le quartier populaire de Vanier, à Québec. Elle en parle encore aujourd'hui avec beaucoup de bonheur et d'affection. Un quartier où elle a forgé son identité et ses valeurs. Elle parle de la franchise et de l'authenticité des gens du quartier, des qualités qu'elle admire toujours aujourd'hui. Faire le tour des rôles qu'elle a interprétés est un exercice étourdissant. Si elle est connue pour Caro Paré dans La Petite Vie, Marie Lamontagne dans Unité 9 à la télévision, elle a été aussi très présente au théâtre, plus d'une trentaine de rôles depuis la mort accidentelle d'un anarchiste en 1985, et on n'a pas parlé de sa quinzaine de rôles au cinéma. On ne compte plus les prix et nominations dans les différents concours Gémeaux, Métrostar, Artistes et même un prix Aurore. C'est Franco Nuovo qui a rencontré la comédienne Guylaine Tremblay pour la série en 50 minutes. L'entrevue a d'abord été diffusée le 22 août 2015. T'es né, Guylaine, le 9 octobre, en 1960. Je me permets de le dire parce que t'as jamais caché ton âge. Non, et jamais. tu l'as toujours dit ouvertement. Oui. À Petite-Rivière-Saint-François, t'as grandi à Ville-de-Vanier. Oui. C'est un quartier ouvrier de Québec. Tes parents faisaient quoi? Mon père naviguait les premières années. Oh. Il était navigateur quand je restais à Petite-Rivière et c'est justement une décision qu'ils ont pris ensemble. J'ai fait parce que moi, ça aurait été, si je devais T'aurais refaire, aimé si ça, j'avais hein? eu 2-3 vies, il y en a une certainement où j'aurais été marin. Je pense que, tu sais, pour mon père, ça reste des années magiques, mais comme c'était un homme merveilleux, je pense que ensemble, ils ont pris la décision que mon père arrête de naviguer. Alors, on est déménagé à Québec et il est resté dans le monde maritime. Il travaillait dans ce temps-là à l'Anglo Pulp, ça s'appelait. Donc, il était contremaître du chantier maritime, mais il naviguait plus. Tu comprends? Alors, on avait notre père tous les jours à la maison. Donc, c'est sûr que c'était... Et ta mère faisait quoi? Ma mère était à la maison. Elle était à la maison, fait qu'on est déménagé dans un quartier populaire. On connaissait pas ça. Nous, on partait de Charlevoix. On était des petits minous de campagne. Avec le fleuve et bon, la belle nature, on est arrivé dans un milieu... C'est assez dur comme milieu. Oui, non, Vanier? c'était assez rough. C'était assez rough. Je m'en souviens, la première journée qu'on est arrivé, on habitait dans des blocs appartements. Ça, déjà, c'était nouveau pour nous. C'est quoi ça, un bloc appartement? Tu sais, 6 logements, tu sais... On savait pas ce qu'on était... Oui, on savait pas ce qu'on était rendu, puis on s'était fait fouetter par des petits voisins. Moi puis mon frère avec des cordes à danser, tu sais. C'était comme une espèce d'initiation au quartier ouvrier de Québec. Et là, ma mère, qui est une femme extrêmement intelligente, avait dit, bon, ben là, les enfants, je pense qu'on est tombé d'une place de fou. Alors, moi, je serai pas toujours là pour vous défendre. Défendez-vous. Et c'est sûr que ça a façonné toute notre personnalité. Moi, ça m'a pris plus de temps à comprendre. Mon petit frère, il avait 3 ans, il a compris très vite. Moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais... T'avais quel âge, toi, à ce moment-là? J'avais 6 ans et demi. OK. 7 ans. Alors, à un moment donné, oui, ça façonne ta personnalité. Qu'est-ce que t'as appris? À te défendre? Oui, mais à être clair, la clarté. Ce que je veux dire, dans ces milieux-là, quand t'es pas clair, là, ils t'attendent. Tu sais, ils vont te pogner dans le détour. Alors, il faut toujours que tu sois d'une franchise et d'une clarté là, implacable, qu'ils ne puissent pas te pogner. Tu sais, tu comprends? Donc, moi, c'est sûr que ça... Je dis toujours que je suis balance ascendant Ville-Vanier, là. Parce que c'est ça qui m'a formé. Et j'ai adoré. J'ai adoré habiter là. J'ai adoré l'authenticité des gens. C'est là que tu as appris à aimer les gens? Ah oui. Sans doute, parce que, écoute, c'était des gens, pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup d'argent, mais des gros cœurs, là, tu sais, vraiment des natures généreuses. Puis c'est sûr que moi, j'étais un peu, vers l'adolescence, un extraterrestre, un peu dans ce quartier-là, parce que je continuais.
C'est pour te dire, là, tu sais, il y avait secondaire 1, 2 à Villevanier. Si tu voulais continuer 3, 4, 5, il fallait que tu montes à Hauteville. Alors, quand tu montes, moi, je voulais continuer, j'adorais les études. Mais je suis montée à la Hauteville, là, j'étais comme un peu une traite à ma patrie, tu comprends? Mais on n'est pas loin du monde de Tremblay. Oui, mais les Ploufs. Ben, c'est vrai. C'est la Basse-Ville. Oui, parce que Montréal, l'équivalent, c'est le monde de Tremblay, mais tu sais, moi, les escaliers qui mènent de la Basse-Ville à la Haute-Ville, là, quand tu restes en Basse-Ville, tu connais la valeur de chaque marche que tu grimpes. Ça, je te jure. Parce que quand je suis arrivée à l'école secondaire à Perrault, les professeurs, c'est dans les années 70, quand on venait de Villevanier, ils nous plaçaient systématiquement en arrière dans les classes, parce que de toute façon, ils n'iront pas au cégep, ces enfants. Fait qu'ils discriminaient au départ. Oui. Et moi, comme j'étais très petite, j'avais exigé d'être en avant parce que j'avais toujours le 6 pieds 2 qui était en avant de moi, que je voyais rien au tableau. Et j'avais été obligée d'aller chez le directeur pour expliquer ça. Le directeur n'était pas au courant parce qu'il faisait comme ces enfants-là, de toute façon, ils feront rien de leur vie. C'était comme ça. Étais-tu bonne en classe? Étais-tu une élève studieuse? Oui. Ben, oui, moi, j'étais une bolle à l'école, mais tu sais, je travaillais pas tant que ça, tu sais, parce que moi, je me rends compte maintenant que c'est beaucoup une affaire de mémoire, hein. Puis tu te rends compte maintenant qu'à l'école, là, si tu as moindrement beaucoup de mémoire, tu qu'à écouter pas pire pendant les cours, puis ça passe, tu sais. Donc, c'était super facile pour moi, l'école. Mais écoute, moi, j'étais une petite fille de la Basse-Ville, là. Je me tenais dans les arénas puis dans les salles de quilles, là. Puis en secondaire 3, je suis passée au temporel, tu sais. Dans le Vieux-Québec, où on prenait du café, pas du Maxwell House, pardon. Je comprenais rien. J'étais arrivée, puis j'ai vu des machines à café qui faisaient de la vapeur. Psh, psh. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, on prend un café. Ah bon? Écoute, je suis tombée dans un autre monde, mais j'ai adoré ça. Ça t'a pris le courage? Oh, certainement. De vivre dans un quartier ouvrier? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis même passer, quand t'es passé dans la Haute-Ville, le fait d'affronter, parce qu'il devait y avoir aussi là, la discrimination, elle devait être présente, pas juste chez les professeurs, mais aussi chez les élèves. Donc, en fait, tout ce milieu dans lequel tu as vécu, ça t'a appris le courage. Oui, puis ça m'a appris l'indignation aussi. Moi, je trouve que c'est très important dans la vie de s'indigner. Tu sais, bon, quand on est plus jeune, on s'indigne des fois trop fortement, là, tu sais, on confond agressivité avec indignation, mais avec les années, ça se fignole, tout ça. Mais ça m'a appris ça, puis moi j'ai appris, en vivant dans un milieu comme ça, j'ai appris à m'indigner quand je trouvais que quelque chose n'était pas juste. Qu'est-ce qui t'indigne, Guylaine? L'abus de pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui m'écoeure, vraiment. Ça, j'aime pas ça du tout. Le jugement trop hâtif, le snobisme, un élitisme des fois vraiment qui fait juste détruire. Tu sais, j'aime pas qu'on juge les gens juste sur ce qu'ils nous apparaissent être. Sur le paraître. Creuser un peu avant de juger. Puis je parle pour moi aussi parce qu'on a tous ça comme être humain, là, mais l'abus de pouvoir, ça, je déteste ça. C'est vrai que tu vas toujours prendre le chemin qui va te faire peur. Oui. C'est vrai, ça? Oui, j'aime ça. Parce que... Mais ça aussi, ça vient probablement de Vanier. Sûrement. Parce que tu vois, comme dernièrement, j'ai animé SNL Québec, là. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps que tu as fait de la comédie. C'est 1h30 de télé en direct. Hey, ça me fait peur, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. OK, je vais le faire. C'est comme ça, ce que je me dis. Sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est ça, la jeunesse. C'est la seule manière de rester jeune. C'est la seule manière. Parce qu'en vieillissant, des fois, on devient plus frileux, plus peureux, tu sais. Fait je me dis, il y a rien qui empêchera les rides et la loi de la gravité étant ce qu'elle est, il n'y a rien qui empêchera le tout de tomber. Mais bon, dans ma tête, mon envie, mes désirs
si je réussis à éliminer la peur, je vais être jeune toute ma vie. Tu la contrôles? Oui, j'y arrive. Ben, c'est-à-dire que je l'écoute pas. Tu sais, pour des choix professionnels, je l'écoute pas. Puis même dans la vie, quand je me dis quelque chose, ah mon Dieu, je sais pas si je vais faire ça. Évidemment, rien qui me mettrait en danger ou mettrait les miens en danger, mais je vais vraiment essayer de vaincre la peur parce que je trouve que la peur est mauvaise conseillère, hein, on le dit. Moi, je trouve que c'est la chose qui peut le plus nous arrêter, nous bloquer. Tu répétais souvent une phrase de Julia Roberts qui disait que tu étais une personne ordinaire qui faisait un métier extraordinaire. J'avais beaucoup aimé cette phrase. J'avais beaucoup aimé Ça te cette phrase. définit. Oui, complètement. Ça correspondait complètement à ce que je pense. Moi, quand je suis dans des réunions de famille avec mes cousins, mes cousines, je suis une fille ordinaire, là. Admettons, on se voit une fois par année, bon. Mais je fais un métier qui est hors de l'ordinaire. Et mon travail à moi, c'est de le faire comprendre aux gens dans le sens que, tu sais, tu as deux choix dans la vie. Admettons, quand je suis déménagée dans mon quartier, bon, très sincèrement, les premiers jours, ça passait souvent dans la maison, tu sais. Ça me venait voir, oh mon Dieu, ça a l'air que c'est Glenn Tremblay qui reste là, tout ça. Alors moi, j'ai fait par exprès pour sortir ma récup en robe de chambre. Ben, je faisais dur le matin, tu vois, tout ce qu'on fait, là, habituellement. Puis après 3-4 jours, je te dis que... c'est ça, mon Dieu, avoir conduit ses enfants, puis moi, elle aussi, puisqu'elle est en retard, OK. Elle sort son bac de récup, OK. Parce que j'ai pas envie de cette distance-là. J'en ai pas besoin. C'est ça, plutôt. J'en ai pas besoin. Donc, tout à coup, de Guylaine Tremblay, la comédienne, je suis devenue la voisine, je suis devenue la mère des petites. Je suis devenue la fille trop distraite pour changer son auto de bord de rue, fait qu'on vient cogner à sa porte. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Changez votre auto. Tu comprends? Je veux pas être différente. Je le sais que j'ai un statut différent parce que mon métier fait ça, mais moi, dans ma vie, j'ai pas envie de dealer avec ça tous les jours. Tu voulais être au départ une éducatrice spécialisée? Oui. Ben, j'ai fait mon cours. Mais comment t'es passée? En fait, c'est parce que tu voulais déjà devenir comédienne. Ben, je voulais déjà devenir comme quand j'étais enfant, là, Parce j'avais que là, 5 on est ans. loin de l'éducatrice spécialisée, c'est loin quand même. Non? Pas tant. Parce que quand j'avais 5 ans, oui, j'écoutais le théâtre Alcan au Beau Dimanche, puis ça, puis je venais en transe, puis je comprenais même pas pourquoi, tu sais. Je disais, je veux ça, je veux faire ça. C'est très confus dans ma tête, mais je savais que je voulais faire ça. Mais à l'adolescence, ben avec tous les complexes qu'on peut avoir adolescente, là, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas que mes parents viennent pas d'un milieu culturel. En tout cas, j'avais mis ça de côté. Tu vois, j'avais arrêté de rêver pendant quelque temps et j'ai eu peur. Probablement la seule vraie fois dans ma vie. Mais j'étais très attirée par le travail social, en éducation spécialisée. Alors, je fais mon cours là-dedans. Et à un moment donné, il y a un professeur qui s'appelle Jean Bouchard qui dit aujourd'hui, on va vous parler d'une technique d'intervention qui s'appelle le psychodrame. Alors, le psychodrame, ça consiste, quand tu interviens avec un enfant en difficulté ou un adolescent, à lui faire jouer la situation qui le traumatise, mais en prenant le rôle de l'autre personne. Comme un exemple, si moi j'ai été agressée, et ben je vais jouer l'agresseur et l'autre personne va jouer mon rôle. Et ils ont découvert qu'avec cette technique, les gens exprimaient beaucoup ce qu'ils avaient vécu, beaucoup plus que si on leur demande qu'est-ce qui t'est arrivé. T'sais, alors, on appelle ça un psychodrame. OK, parfait. Alors, moi, qui veut le faire? Moi, les 2 bras dans les airs, tu comprends? Je veux y aller alors que les 30 autres filles de ma classe sont tétanisées, veulent pas aller jouer. Et là, à chaque fois qu'on faisait le psychodrame, j'étais toujours volontaire. Alors, le prof m'a appelé. À un moment donné, à la fin d'un cours, il dit, viens ici. Il dit, toi, t'as jamais pensé à être comédienne? Et là, écoute, c'est comme si un mur de briques s'effritait, là. Comme si mon rêve avait le droit de vivre à nouveau parce qu'il était cautionné par quelqu'un d'autre, parce que moi, je n'étais pas assez sécure pour le dire moi-même. Oui, j'aimerais ça être comédienne, mais là, ça fait... Mais y avais-tu déjà pensé avant? Oui, mais j'avais oublié ça, okay. parce que je me dis, oh non, je vais être pas, je suis pas assez belle, je suis ci, je suis ça. Bon, toute l'adolescence, là, tu comprends? Et quand lui, il me dit ça,
J'ai fait... C'est comme, tu sais, une chute là, qui est gelée pendant l'hiver, là, puis tout à coup, ça dégèle, là, puis la chute, elle se remet à couler. Là, là j'ai fait, ben oui. C'est ça qui me fait triper, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai travaillé quand même 1 an en éducation spécialisée avec des délinquants. J'ai adoré ça aussi, mais pendant ce temps-là, ben j'ai comme préparé mes auditions pour le conservatoire. Puis là, ben, je me suis inscrite au Conservatoire de Québec. Donc, c'était la première fois que tu faisais quelque chose pour toi-même, quelque chose que tu avais vraiment envie de faire. Ouais, c'est vraiment curieux que tu dises ça parce que dernièrement, je suis allée à Québec avec mon amoureux. Puis j'ai dit, je veux te montrer où est-ce qu'était le conservatoire, tu sais. Alors, j'ai raconté que le jour où on savait si on était accepté ou non, il fallait se rendre à la porte du conservatoire et il y avait la feuille 8,5 par 11 avec les noms d'affichés. Et moi, ma famille voulait m'accompagner, mes amis voulaient m'accompagner, tout le monde voulait venir avec moi voir si j'étais accepté ou non. J'ai dit non. Je veux être seule. J'ai pris cette décision-là seule, que pour moi. Je veux être seule. Mais mon petit cœur battait, là, à 100 000 à l'heure. Alors, au lieu de prendre le chemin le plus court, monter Saint-Ursule puis aller directement au conservatoire, j'ai fait tout le tour par la terrasse du frein. Respirer un peu, puis j'ai pris des petites marches en bois qui m'amenaient à la rue Saint-Denis, où était le conservatoire à Québec. Et je voyais la feuille, le carré blanc de loin sur la porte, puis là, je voyais grossir, tu sais, la feuille. Et là, je suis arrivée, puis j'ai appliqué mes mains sur la feuille, puis je descendais les noms un par un. Moi, j'étais en dernier tremblé, tu sais. Oh my God! Et ces petites marches de bois-là que j'ai pris, je les ai repris pour la première fois il y a 1 mois. Ça t'a fait quoi? Ah, mon Dieu! J'ai... Retour vers le futur. Ah oui, ça... Ça t'émeut, en tout Ouais. cas. Ouais. Je pensais pas te parler de ça, là, mais... oui, parce que ma vie a changé. Avec ce nom-là sur cette feuille. Ouais, ma vie a changé. Je montais ces marches-là, puis je m'en allais vers une nouvelle vie. Une vie que j'avais choisie. Fait que souvent, c'est ça que je dis à des jeunes. Faites ce que vous voulez. Finalement, écoutez pas personne. La réaction de tes parents, ça a été quoi? Oh Dieu, les pauvres. Tu sais, au début, quand je leur ai dit, hey, je lâche l'éducation spécialisée, puis je m'en vais au conservatoire, tu sais, mes parents, c'était un milieu ouvrier, modeste. Là, ils ont dit, mais ma pauvre petite fille, Tu travailleras pas. tout à coup, tu crèves de faim, puis ça, puis tu sais, on peut pas leur dire qu'ils ont tort, hein. Il y en a beaucoup qui arrivent pas à en vivre convenablement, parce qu'il y avait très peur. Mais mes parents, c'est le genre de personnes qu'à partir du moment où j'étais acceptée, il n'y avait plus de doute. Ils venaient tout voir. Ils ont tout vu ce que j'ai vu, mes parents. Ils m'ont suivi partout, les pièces les plus obscures, les plus expérimentales. On jouait avec des masques, n'importe quoi. Tu sais, mon père, là, au lieu de regarder une finale de hockey qui vient voir un show de poésie, là, ça, on appelle ça de l'amour. Parce que... Et ils m'ont toujours encouragé. Ils ont eu peur, sans doute, mais ils ont agi comme des bons parents, c'est-à-dire, tu vois, ils ont oublié leur peur. Peut-être que ça vient d'eux aussi. Parce que je sais qu'ils ont eu peur, mais ils ont fait, OK, on la suit là-dedans. Tu parlais de l'argent, de gagner sa vie et tout ça. Bon, toi, évidemment, avec tout le travail que tu as abattu, les succès que tu as eus, et c'est beaucoup, je dis beaucoup le travail parce que je crois que, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que c'est le travail qui ouvre les portes. L'argent, cette crainte-là de l'argent, elle était là au départ, mais l'argent, tu choisis, ça représente quoi? Mais écoute, je crois pas. Écoute, je te dis ça parce moi, que je crois l'argent, pas. Plus je t'écoute, moins je crois que tu choisis les choses par rapport à l'argent. Jamais. Je te jure, là, sur la tête de mes enfants, j'ai jamais choisi un projet pour l'argent. Je trouve que c'est une très mauvaise raison. Parce que l'argent, une fois qu'elle est dépensée, si t'as pas été heureuse dans ton projet, t'as pas été heureuse. Puis ça laisse des petites cicatrices, je trouve, tu sais. Je suis comme tout le monde, là. Faut payer nos maisons, nos autos, les vêtements de nos enfants. Il en faut de l'argent, mais c'est pas... Ça n'a jamais été mon moteur et je pense que ça le sera jamais parce que tu fais des très mauvais choix.
Tu fais des très mauvais choix. Dans votre métier, est-ce que l'équité salariale, c'est arrivé ou non? Quand on arrive à un statut comme le tien? Faut être vigilante, je te Ah oui? dirais. Ouais, faut être très, très vigilante. Ouais, c'est pas quelque chose qui est acquis. Faut vraiment que tu te permettes de le dire, tu sais. Mais moi, j'ai toujours travaillé avec des hommes extraordinaires qui me disaient, t'inquiète pas, Guylaine, on s'en parlait. Tu sais, de ça, du salaire, parce que c'est la seule force qu'on a à un moment donné, tu sais, parce que moi, je me suis déjà fait offrir à Radio-Canada pour un bye-bye qu'on a fait, on s'était fait ramasser d'ailleurs, c'était extraordinaire. Oh mon Dieu! Mais on nous offrait à... C'était quoi? C'était lequel, ça? Ben, c'était l'année, tu vois, où Dominique Michel puis Patrice puis tout ça avaient décidé de pas le faire. Je sais pas pour quelle raison. Alors, Radio-Canada s'était rabattu sur des inconnus. Diane Lavallée, moi, Luc Guérin, Guy Jodoin. C'était pas l'année de En Bonne Année, Roger. 92. Non, non, c'était en c'était après. 92. Et on s'était fait ramasser, mais pas à peu près. C'était pas si pire en plus. C'était pas si pire, mais les gens, je pense qu'ils n'en revenaient pas que l'ancienne gang soit pas là, là. Mais on nous avait offert au départ, à moi puis Diane Lavallée, la moitié du salaire des gars. La moitié. Mais les gars, ils avaient été extraordinaires, ils nous l'avaient dit. Alors moi, j'avais dit à ce moment-là, si j'ai une scène de moins, je reste chez nous puis je prends du champagne. Ça va être ça. Je vais dire bonne année, je vais boire un verre de bulle puis je serai pas plus malheureuse. Ça fait partie de tes combats, ce genre de choses? Ou, Oui. Parce que ça, il y a de l'indignation là-dedans, Oui. dans ce que tu viens de dire. Oui, c'est important parce que, écoute, moi, c'est ça, je viens d'un milieu ouvrier, je connais la valeur du travail. Alors, pour le même somme de travail, pourquoi moi, je serais payé moins cher qu'un gars? Je me l'explique pas, je vois pas, à expérience égale, là. Parce que je suis très consciente que, tu sais, quand tu as 30 ans, tu peux pas être payé, mettons, comme Michel Dumont, qui travaille depuis plus longtemps, là, par exemple. Mais tu sais, Luc Guérin et moi, tu sais, on avait la même expérience de travail, donc ça, je comprenais pas. Puis ça, je te le jure que je l'aurais pas fait. Une scène de moins, je l'aurais pas fait. C'est sûr. Puis moi, maintenant que je suis plus avancée puis plus âgée dans le métier, je me dis c'est encore plus important parce que si moi, j'exige pas ça, qu'est-ce qui va arriver à mes jeunes amies actrices? Tu sais, il faut penser aux autres aussi, là. Tu sais, T'as un sens de la collectivité. Oui, c'est important. Écoute, on vit en société, tu sais, chaque geste posé a une incidence sur le reste de ta société. Moi, je crois à ça, en tout cas. Donc, moi, c'est sûr que mon travail, je veux qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Mais, tu sais, il faut le faire avec bon sens. Tu ne demandes pas des sommes faramineuses au théâtre. Tu le sais qu'ils n'en ont pas d'argent. Si tu vas au théâtre, tu le sais. Tu le sais que ça va te coûter plus cher en restaurant et en parking que ce que tu vas aller faire en cachet. Fait que, bon, c'est éliminé. Mais, appelez-moi pas pour faire une pub de McDo à cachet de base. Tu comprends-tu? Parce que ça, je trouve que c'est insultant. Est-ce que tu es une guerrière? Oui, pour certains aspects, oui. Oui. Tu te laisses pas faire? Non, je me laisse pas faire. Ben, moi, je considère que je respecte les gens, je veux la même chose. Alors, je te dis, ben là, j'ai dit McDo, j'aurais pu dire n'importe quel. Mais tu n'appelles pas un travailleur ou une travailleuse d'expérience pour lui dire, on t'offre un cachet de base quand tu sais que c'est des compagnies multimilliardaires, là. Tu dis, hey, un instant. Non. Moi, je peux faire 60 soirées de bienfaisance par année. La Maison Bleue dont je m'occupe, tu sais, je suis le docteur Julien, je suis toujours prête. Mais si tu es une grosse compagnie et tu as de l'argent, appelle-moi pas pour me dire on négocie pas, c'est le cachet UDA de base. Je trouve ça insultant. Ça reconnaît pas ce qu'on a fait depuis des années, mais ça serait dans n'importe quel métier, je te dirais c'est la même chose, tu sais. Oui, tout à fait. Oui. C'est un respect de base. Ça, oui, je peux combattre. Qu'est-ce que tu savais de la vie des détenus quand tu as commencé Unité 9? Bon, finalement, pas grand-chose, je m'en rends compte. J'avais une idée plutôt étroite, je pense, de ce que c'était. Tu sais, je me disais, bon, c'est des filles qui ont grandi dans des milieux rough, puis un petit peu de délinquance, un petit peu de toxicomanie. Je voyais toujours le même portrait de filles, là, tu sais. Et mon Dieu, je me suis rendu compte que ça pouvait être chacune de nous qui pouvait se ramasser là, parce que je me suis rendu compte que
tout le monde avait son point de bascule, hein. Tout le monde avait sa faille. Et t'as des madames qui sont là. Écoute, ça peut être ta mère, ta sœur, ta cousine, ça peut être moi. Il n'y a pas de genre précis. C'est ça que je me suis rendu compte. Puis ça, Daniel Trottier nous l'avait dit dès le départ. Si je vous amenais manger avec 10 femmes, vous ne pourriez pas deviner qui a fait du temps, puis qui en a pas fait. Puis ça s'avère vrai, tu sais. Il y a des mères de famille qui sont là. Écoute, on en a rencontré quelques-unes. On est allé à Bordeaux. Oui. Donc, vous avez été en contact avec des détenus? Très peu. À Bordeaux, on est allé à la demande des filles. On est allé les rencontrer. Puis à Joliette, je pense que la direction n'a pas permis, je pense. Comment, celles que vous avez rencontrées, quels échos vous avez eus des détenues elles-mêmes sur vos interprétations? Ben, je crois que la chose dont on était le plus fiers, c'est qu'ils ont dit merci de montrer qu'avant d'être des criminels, on est des femmes. Bien sûr, ces femmes-là, ils ont commis des crimes, des délits. Mais c'est des femmes, c'est des mères, c'est des sœurs, tu sais, c'est des grands-mères, même des fois, tu sais. On n'est pas juste ce qu'on a fait. Hein? Tu sais, elle disait, Shandy, je pense qu'il disait ça la première année. Marie, elle disait, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, oublie ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas juste qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Je suis quelqu'un aussi. Donc, les filles étaient très reconnaissantes à ce niveau-là. Qu'on brise ce préjugé-là, que c'est toutes des filles hyper dures, hyper maquillées. Tu sais, tu comprends-tu l'espèce de cliché de bum féminin qu'on a, là? C'est pas vrai du tout, du tout. Est-ce que tu es quelqu'un de prude? Assez. Oui. Oui. Oui, assez. Tu veux dire pour les scènes où on est plus nus puis tout ça? Ben, si t'es prude en général dans la vie, puis parce qu'il y a des scènes, bon, assez crues quand même, des scènes sexuelles, des scènes de masturbation, Ouais. je veux dire, ça vient chercher ta pudeur ou? Ben, ça dépend comment c'est écrit. Ça dépend vraiment de comment c'est écrit. Tu sais, autant, oui, pas chez moi, dans mon intimité, mais au travail, pour être nu ou pour se dénuder, il faut qu'il y ait un support émotif à cette scène-là qui aide à la compréhension du personnage ou de la situation, parce que sinon, ça vaut pas le coup, tu sais. C'est sûr que la fouille à nu, c'était dur, mais c'est comme ça. Et je le savais qu'il fallait que je passe par cette humiliation-là. Parce que c'est humiliant de se faire dire « penchez-vous », la peau est éclairée au néon. Tu sais, il n'y a rien d'esthétique là-dedans, je le savais, mais je trouvais ça formidable. Tu sais, au même titre que cette année, à un moment donné, quand je rentre de l'hôpital, j'ai un sac, tu sais, pour l'urine, puis ils me font une fouille à nu, puis je dis, ben, on peut pas faire une fouille sommaire. Elle me dit, non, non, tu rentres de l'hôpital, il faut que tu sois fouillé au complet. Puis qu'on voit ça, c'est pas... Tu ressens l'humiliation du personnage. Donc, pour ça, non, à ce niveau-là, j'ai pas de pudeur. À ce niveau-là. Mais ça doit aller chercher une grosse dose d'humilité aussi. oui, mais c'est pour ça que je te dis que c'est super que je la joue à 50 ans. Tu sais, parce qu'à 30 ans, j'aurais été peut-être obsédée par mon Dieu. Comment ça va sortir? Ça va-tu être beau? Ça sera pas-tu beau? On va-tu me voir telle partie? Tu sais, j'aurais eu plein d'autres questions autres que les vraies questions. Finalement, est-ce qu'on va ressentir la douleur de cette femme-là? Marie Lamontagne, ça a demandé aussi une forme d'abandon. Oui. Dans la façon dont tu décris, par exemple, une scène comme celle-là, c'est quelque chose qui est facile pour toi, l'abandon, de s'abandonner? De plus en plus. De plus en plus. Mais finalement, chez toi, excuse-moi, je t'interromps, mais finalement, chez toi, vieillir, la comédienne qui a pris de l'âge, ça n'a eu que des points positifs.
Ça te... Oui, oui. Je pense que oui, pour le jeu, oui, c'est formidable. C'est l'expérience de la vie, en C'est fait. l'expérience de la vie, puis aussi que plus tu vieillis, moins tu as besoin de démontrer. Tu as juste besoin d'être. Tu sais, ce qu'on te demande d'être. Quand tu es un plus jeune acteur, une plus jeune actrice, c'est normal, tu as envie t'as envie de montrer ce que tu sais faire, tu as envie de dire à tout le monde, regardez, là, je suis là, j'existe, puis c'est normal, il faut bien commencer à quelque part, mais plus tu vieillis, plus tu as envie de te mettre au service du personnage. Tu es de moins en moins là, autrement dit. C'est dur à expliquer, mais tu es de moins en moins là pour toi, tu es de Plus en plus là pour le personnage. Oui, exactement. Puis, tu sais, je suis sûre, ça t'arrive, Franco, d'aller voir des acteurs plus vieux jouer, puis tu fais, mais il fait plus rien, puis je suis bouleversée. Je suis là assis, puis je me dis, mais mon Dieu, il m'a transpercé. Puis c'est tout simple, tout en sobriété. Je pense Des fois, que c'est même les silences. oui, les silences sont très, 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 très importants. Mais c'est parce qu'on a beaucoup dit chez des femmes, par exemple, bon, que chez les comédiennes, des comédiennes, que dans la quarantaine, bon, c'était une période difficile, qu'il y avait un frein à leur possibilité de travail. Est-ce que c'est en train de disparaître, ça? Parce que toi, tu es passé à travers ça, je veux dire, comme Moi, un je me suis couteau dans mis, le beurre, écoute, là. mon premier rôle en téléroman, je l'ai eu à 40 ans. C'était Annie. Donc, c'était le contraire pour moi, tu sais. Mais est-ce que c'est en train de disparaître, Oui, ce sorte de... de plus en plus, Oui. de plus en plus, parce que, écoute, moi, je pense que les gens, il y a comme un retour de balancier. Ce qui fait que les gens accrochent à une œuvre, là, peu importe que ce soit au cinéma ou à la télé, tout ça, c'est quand la vie y est représentée, mais de façon réaliste. Alors, on n'a pas tous 25 ans. Tu sais, il y a des vieux, des jeunes, des gros, des maigres, des petits, des grands, c'est ça la vie. Et je pense que de plus en plus, tu sais, il y a eu il y a eu une période où c'était très, très uniforme, les sortes de personnages que tu voyais. Puis maintenant, les gens, ils veulent plus ça. Puis je te donne l'exemple de Belle-Sœur. Nous autres, on a eu un méga hit à Paris, là, tu sais. C'est vrai, là, tu sais. Souvent, on entend ça, puis on dit, ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais non, mais là, on sait que c'est vrai, ouais. Et à un moment donné, il y a un Français qui m'a dit, mais c'est formidable. Parce que pour la première fois, ça fait 20 ans que je vais au théâtre, c'est la première fois que je vois ma mère, ma cousine, ma grand-mère, ma sœur. Parce que tu comprends-tu qu'en France, Fanny Ardant, c'est l'obèse, puis Isabelle Huppert, c'est la mince. Tu comprends-tu? Il n'y en a pas de différence. Ils sont toutes pareilles. Et là, de voir ces corps-là de femmes, de toutes sortes de corps, c'est ça la vie. C'est la différence, c'est l'imperfection. C'est ça la vie. Donc, je pense qu'on va aller, moi, de plus en plus vers ça. Parce qu'il y a une tyrannie de la beauté qui est là, qui est très, très, très présente, puis de la jeunesse. Mais moi, je pense qu'il y a un revirement de situation qui est amorcé déjà. C'est quoi la beauté? La beauté, ben, c'est beaucoup dans le sourire, puis les yeux allumés, l'intelligence. Parce que, gars, les rides, on va toutes en avoir, on en a déjà. Mais moi, je regarde mes amies plus vieilles, puis celles qui sont passionnées, celles qui rient, celles qui ont de l'humour, celles qui s'en sacent un peu aussi de vieillir, c'est celles-là les plus belles. Parce que c'est un combat que tu vas perdre sinon, tu sais. Si tu t'acharnes là, à vouloir rester jeune, ça devient comme un peu pathétique par moment. Puis on en a tous des exemples, tu sais. Tu te dis, c'est effrayant. C'est effrayant. Donc, la beauté, c'est ça, hein. Moi, quand j'ai envie d'être près de quelqu'un, c'est parce que je la trouve belle ou je le trouve beau, puis ça n'a rien à voir avec une ride ou pas, tu sais. Qu'est-ce que tu crois de la chirurgie esthétique? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, j'ai tendance à dire que si ça te rend heureux, vas-y. Tu sais, je trouve ça un peu hypocrite, les gens qui disent « Oh, mais non, mais mon Dieu, je suis pas pour ça, puis tout ça. » Ben, tu fais « Ben oui, mais un instant, là, tu sais. La personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais moi, je trouve que c'est risqué parce que où ça s'arrête. Tu sais, des fois, il est trop tard. Des fois, ça devient... Oui, ça donne le résultat contraire. Oui, mais je me trouverais vraiment...
je trouverais que j'aurais pas de bon sens de dire à une fille, t'as pas le droit de faire ça ou t'as pas le droit d'aller à la chirurgie parce que ça, c'est personnel à chacun, tu sais, c'est vraiment personnel à chacun. Mais je trouve que l'abus est facile, puis moi, je trouve ça triste quand je vois des femmes magnifiques qui sont devenues pas belles à cause de ça, tu sais. Mais c'est très tentant. Moi, je suis très franche. C'est très tentant. Des fois, tu te vois, tu fais, ah, merde. Ah. Mais là, tu sais, Dieu merci, quand tu as un homme à côté de toi qui dit, mais moi, je te trouve vraiment belle, ça change beaucoup de choses aussi. Mais il y a des femmes qui ont résisté à ça, des comédiennes qui ont Ouais, résisté à ça et qui sont encore très très belles. On peut penser à Micheline Langto, on mais peut oui, penser à Geneviève Bujold qui a joué absolument. dans le film de dans l'avant-dernier film de Micheline. Ouais. Des femmes qui ont accepté de vieillir et elles ont vieilli en beauté. Ben oui, parce qu'ils ont vécu, ils ont vieilli en paix. Parce que tu sais, quelqu'un qui vieillit, qui a pas de rides parce qu'il est lifté, mais qui n'est pas en paix avec son vieillissement, et ça va lui donner quand même un air. Comment je t'expliquerais ça? C'est que des fois, tu vois des femmes qui sont beaucoup, beaucoup liftées, ils n'ont pas l'air plus jeunes. Hmm. Ils ont l'air plastiques, mais pas plus jeunes. Mais pas plus jeunes, parce que la jeunesse, ça passe une fois. Moi, je regarde la peau de mes enfants, là, qui ont 18 ans puis 15 ans, là. Franco, j'aurais bien beau m'acheter une crème à 300 pièces pour... J'aurais plus jamais ça. Ça passe une fois. C'est comme ça. Mais après, il y a plein d'autres choses. Moi, dans ma vie, là, présentement, je suis dans une période heureuse, je suis bien. Euh, à 20 ans, j'avais pas de rythme, mais j'étais pas bien comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça. Donc, non, moi, je me dis, faut... En tout cas, je veux vivre longtemps, fait que faudrait que je vieillisse peut-être pour ça. Ah, c'est Hein? la seule alternative, Pas le comme choix, disait l'autre. pas le choix. C'est quoi ton fantasme ultime? Professionnel, pas sexuel. Écoute, ben, j'en ai plusieurs. Bon, j'aimerais ça dans une chorale. Ah, mais tu veux vraiment chanter? Oui, j'aimerais ça dans une chorale. Ça, c'est sûr. Tu sais, comme une vieille madame dans une chorale, puis je vois, tu sais, il y en a qui voyagent partout dans le monde, hein, Ouais, ouais. avec des chorales, ce serait super. J'aimerais ça, mais je sais même pas si j'ai le talent pour ça, écrire un roman. Ah, Mais écoute, je n'en sais rien. t'as- Peut-être tu sais pas si tu as un talent pour ça ou le temps pour ça? les deux. Hmm. Très sincèrement, les deux. Mais j'aimerais ça écrire. Puis, qu'est-ce que j'aimerais? Tu sais, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, hein, donc je T'es me pas une dis, ambitieuse. ben, T'as une- l'ambition que j'ai, c'est de faire du mieux que je peux. Ça, si on peut appeler ça une sorte d'ambition, c'est celle-là. Mais je trouve ça ridicule de dire dans 4 ans, il faudrait que je joue tel rôle ou dans 5 ans parce que la vie est beaucoup plus surprenante que tout ce qu'on pourrait vouloir ou s'imaginer. Moi, je suis très easygoing là-dessus. Tu sais, c'est, je laisse les choses venir à moi, puis jusqu'à maintenant, ben, ça m'a pas trop mal servi, donc je reste comme ça. Mais ouais, mes fantasmes professionnels, mon Dieu, être dans une chorale puis écrire un roman, en tout cas. C'est cute, la chorale. Oui, ça, j'aimerais ça. Tu peux attendre quelques années encore, Marie. Encore là, j'ai pas le temps. Mais imagine, là, au lieu de parler de ah mon Dieu, j'ai une cuisse qui me fait mal, ou tout ça, tu sais, tu chantes. Moi, je trouve ça beau. OK, fantasme sexuel. Non. Quel, Toi, Franco, toi, quel acteur d'hier ou d'aujourd'hui, avec qui t'aurais aimé passer une nuit? une nuit d'amour, là? Ouais. Euh, quel acteur, quel acteur, quel acteur? Al Pacino, peut-être? Ouais. Tu sais, c'est pas le plus pétard des pétards, mais il y a quand même quelque chose, cet homme. Ça doit pas être relax.
Mais une. Peut-être que le lendemain, je me serais sauvé en courage. Il est trop compliqué, mais... non, mais oui. Puis Robert De Niro aussi, moi, de Robert De Niro dans Le Parrain, quand il fait le jeune parrain, Je là, viens de re-regarder à les New trois York, parrains, là. là. Ah, c'est génial. C'est génial. Tu t'entannes pas. Non, jamais. Et Moi, à chaque fois, tu parles d'Al Pacino. C'est incroyable comment cet acteur arrive à changer entre le moment où il est encore un jeune avocat qui est sur la bonne ouais, voie, et là, tout d'un coup, il passe de ouais. l'autre côté du miroir. Son jeu, tout à l'heure, on parlait de silence et de jeu De intérieur regard, ouais. la finesse Ouais. de cet acteur. Et tu sais qu'il le voulait pas au début, hein, Hmm. les producteurs. Ah non, je savais pas. Oui, ils ont failli le renvoyer. Ils ont commencé à tourner avec lui, puis ils ont dit, ah, il est pas bon, il est pas bon. Et il a réussi à garder le rôle avec la magnifique scène, tu sais, où il est dans le restaurant, puis le gun est caché, puis tu vois juste ses yeux bouger très très vite parce qu'il sait que ça s'en vient. Et là, les producteurs ont fait, OK, on le garde. Mais ils voulaient le renvoyer. Imagine. Sa carrière aurait peut-être pas été la même. Non. Alors, ben, Al Pacino, Robert, si vous m'entendez. T'as fait à un moment donné un film qui était dur. Ça s'appelle Trois temps après la mort d'Anna. C'est un film de Catherine Martin. Ouais. Il était question de la perte de son enfant à cette femme. Je veux dire, franchement, c'était assez, comme spectateur, c'était assez insoutenable. Mais quand Ouais. on est maman, parce que toi, tes filles étaient petites à ce Ouais. moment-là quand t'as fait ça, comment comment t'as pu jouer cette mère? Parce que, en fait, c'est tout son deuil. D'ailleurs, là, ce n'est que silence, hein? Ah oui, 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 Là, ce oui. n'est que Oui, silence oui, et absolument. douleur. Oui. Ah, c'était dur. Euh, j'ai averti Catherine Martin pendant les répétitions. J'ai dit, je te donnerai pas ce que tu veux pendant les répétitions. Je suis pas capable. Je suis pas capable, en n'ayant pas le costume, le lieu, le décor. Puis je suis pas encore en possession du personnage, je suis pas capable d'y aller, je me sens pas assez protégée. J'ai trop peur que ça arrive pour vrai dans ma vie. C'est ce que j'allais te demander. Ah, Je veux mon dire, tu ne Dieu, devais penser qu'à ça. Je veux dire, à ce je qu'il arrive faisais... quelque chose, Ah, parce que c'est la peur ultime qu'il arrive ultime, quelque chose à tes enfants. ultime. J'ai fait des cauchemars pendant ce tournage-là. C'est toujours des trucs comme j'avais perdu une de mes enfants en voyage, on la retrouvait plus, ou je perdais les deux. Je rêvais toujours de perte, de perte, de perte. Alors, j'ai dit à Catherine, bon, là, il va falloir que tu me fasses confiance. Je te le dis, quand je vais être protégée, c'est-à-dire quand je vais avoir plus à m'être approprié le personnage, quand je vais être dans le lieu, tu vois, quand la lumière rouge de la caméra va s'ouvrir, je vais te le donner. Je vais te le donner, mais j'ai dit avant, ça va être difficile parce que tu me demandes, c'est comme si je marchais nu-pied sur du verre, et du verre cassé. J'avais peur, là. C'était terrible, c'était terrible. Quand arrivent les enfants, arrive la peur, et surgit la peur. Ouais. Tu l'as eu, cette peur, toi? Ben, l'inquiétude est rentrée dans ma vie. L'inquiétude, ouais, C'est surtout. rentré dans Ouais, ma c'est vie. plus l'inquiétude que la peur. Ouais. Moi, je savais pas ce que c'était l'inquiétude. Je savais pas. Quand j'ai eu les enfants, j'ai constaté que désormais, je serais inquiète. Tu l'as accepté. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le l'accepte choix, aussi. puis je veux dire, on peut même pas lutter contre. Des fois, oui, j'avoue que je suis rendue comme comme tous les parents, là. Tu sais, des fois, on écoute les nouvelles, puis tout à coup, on s'en va. On n'est plus capable. Tu fais pas ça quand t'as... tu sais, quand t'as Ah pas ouais. d'enfants, mais tout à coup, t'entends disparition d'enfants ou des soldats enfants ou tout ça. Des fois, je me lève. Je dis non, ça c'est, je peux pas. Je peux pas. Puis, tu sais, moi, mes filles, en plus, comme je les ai adoptées, des fois, je m'arrête parce que, tu sais, quelquefois, je me mets à m'imaginer ce qu'aurait pu être leur vie s'ils n'étaient pas parmi nous maintenant. Et là, ça me fait trop mal. Ah ouais. Ça me fait trop mal. Tu sais, donc, Est-ce que ça a été donner. difficile dans la démarche de l'adoption, ça? Est-ce que c'était déjà présent? À ce moment-là, non. C'était pas difficile d'adopter à Taïwan. Tu sais, je les ai eus à partir du moment où le dossier était là, dans l'année. Maintenant, c'est très, très compliqué, c'est très difficile. Mais moi, ça s'est bien passé, vraiment. Mais il reste que quand tu reçois cet enfant-là, tu sais, Tu les as eu petites? à 9 mois, Oh my God, ok. tu te dis, ça y est, je suis responsable pour le reste de ma vie de cet être humain-là et tu deviens inquiète qu'elle ait mal, qu'elle souffre. Qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité? À part ce sens de la responsabilité, l'inquiétude.
un sens de l'abandon, du don. Oui, tu sais, l'abnégation, là, tu le sais ce que c'est quand tu deviens parent, vraiment. Parce que je pense que pour être un bon parent, il faut que tu aimes sans t'attendre à avoir un retour. Ou en tout cas, pas dans l'immédiat. Et c'est comme ça. Et c'est parfait comme ça. Mais tu sais, le métier de parent, t'apprends vraiment la gratuité du don. C'est vraiment ça qui t'arrive, tu sais. Tu te dis, ah ben OK, c'est comme ça. Puis c'est le contraire de ce que tu as appris sur l'amour. Parce que aimer un enfant, c'est l'aimer à un point où il se sent capable de te quitter. C'est ça. Une bonne job de parent, c'est ça. C'est tu l'as tellement aimé qu'il peut s'en aller. Tu sais, que l'oisillon, il peut voler. Alors que notre vie amoureuse, on a un peu appris le contraire, tu sais. Je t'aime, tu vas rester près de moi. Mais l'enfant, c'est le contraire. Alors, c'est un métier être parent. Hein? Mais là, elles sont grandes. Il y en a une qui a 18 ans. Ouais. Donc, est-ce que tu es prête maintenant? Est-ce que tu te prépares au fait qu'elle puisse partir? Oui, je me prépare parce que je sais que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose quand elles vont partir. À la fois, je vais être super contente parce que ça veut dire qu'ils sont capables de mener leur vie de femme. Mais ça va être, tu sais, mon chum, il me dit souvent, prépare-toi, Guylaine. Mais c'est vrai. Prépare-toi. Je dis oui, t'as raison. Parce que ça va créer un vide, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'elles sont conscientes de la popularité de leur mère? Moi, s'il y a une chose que j'adore de mes filles, c'est qu'ils s'en foutent un peu de la popularité de leur mère. Tu comprends? Et ça, là, tu peux pas savoir comment j'aime ça. Oui, ils savent que je suis très connue et tout ça, mais écoute, pour te donner un exemple, tu sais, ils veulent pas se faire emmerder avec ça. Donc, quand elle était plus jeune, ma plus vieille, elle devait avoir 11 ans, elle avait fait une fête d'enfants, tu sais, chez nous. Puis elle avait dit, ben ma mère est dentiste. Alors, quand la fête a commencé, puis moi, j'allais répondre à la porte, tu comprends-tu, qu'il y avait, là, les petits-enfants, ça parlait plus. Puis je disais bonjour, tout ça. Ils me répondaient pas, rouges comme des tomates, les parents tout croche. Puis là, je disais à ma fille, tes amis, Ils sont bizarres. Elle dit, moi, je pense que j'ai fait une erreur, je leur ai dit que t'étais dentiste. C'est trop mignon. Mais écoute, donc, tu sais, ils se font pas du tout de capital avec ça, puis moi, je trouve ça plus sain comme ça. Même, je te dirais que ça doit être les 2 seules personnes qui écoutent pas Unité 9. Ah ouais? Mais je me mets à leur place. Ouais. Tu sais, ils passent leur journée avec moi, puis je suis leur mère. Unité 9, ils me disent, plus tard, on l'écoutera plus tard, maman. Mais là, ça fait pas partie... non. Qu'est-ce que tu penses du Québec dans lequel tes filles grandissent? Ben moi, j'ai un amour profond pour le Québec. Je trouve qu'il y a des imperfections assez grandes en ce moment. Mais je me dis, mes filles, ils vont avoir une société quand même... on est quand même en démocratie. Il faut se le rappeler. Puis ils vont avoir les moyens de protester et de dire non quand ça leur conviendra pas. Je pense qu'ils ont l'exemple d'une femme... Tu leur as appris ça? Oui, j'ai dit c'est un droit. On est dans une société où on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, de s'exprimer, de proposer, de proposer des solutions. Donc, ils vont vivre dans un Québec différent du mien, parce que, tu sais, beaucoup plus multiethnique, tout ça, et tant mieux. Tant mieux. Moi, je trouve que c'est une force. Mais il va falloir qu'ils se battent. Il va falloir qu'ils se battent, elles aussi, tu sais, pour contrer toutes les inégalités à laquelle on fait face. C'est sûr. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire, la grande? La grande, écoute, elle veut peut-être être policière. Mais elle ne le sait pas encore. Tu sais, elle me dit, j'aimerais ça. C'est pour ça qu'elle n'écoute pas Unité 9. C'est ça, pour ça qu'elle n'écoute pas Unité 9. Elle ne veut pas écouter ça. Puis la petite, je ne sais pas encore. Elle, tout ce qui est comme plus esthétisme, graphisme, tout ça, c'est sa force. Mais ça ne fera pas des actrices. C'est pas des showgirls du tout. Non. Tu as beaucoup d'humour, ça on le sait, parce qu'on a pu te voir. Mais l'autodérision, c'est pas donné à tout le monde. Puis là, l'an dernier, au dernier prix Aurore, tu as eu le prix pour la pire meilleure réplique dans un film de Julie Yvon. D'abord, fais-moi la réplique. Je pense que c'était
Roxane, tabarnak, dans la vie, là, faut que tu comprennes une chose. T'as des totons. Ça, c'est un grand enseignement mère-fille. Donc, Alors, ça ressemblait à ça. mais donc, je veux dire, l'autodérision, c'est important aussi. Ben oui. Toi, t'en as beaucoup? Ben oui, ça n'en prend, parce que là, écoute, on peut pas traverser la vie sans... Tu sais, ma grand-mère, elle disait, quand on vaut pas une risée, on Ouais. vaut pas grand-chose, là. Mm. Et c'est vrai, parce que sinon, écoute, l'ego fait juste te gonfler, puis t'exploses, là, à un moment donné. Moi, c'est essentiel. Il faut être capable de rire de soi. Puis Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont jamais allés chercher leur prix Aurore, hein? Parce ils se qu'ils privent veulent d'un pas. grand Oui, moi, je suis plaisir. d'accord avec toi, parce que moi, j'en ai eu un aussi. T'en as eu un, Mais j'ai fait Franco? juste un rôle au cinéma, mais c'était dans un film hallucinant où je faisais un lecteur de nouvelles. Alors, il m'a donné ça. Je suis allé le chercher. Mais oui! C'est drôle. Écoute, moi, MC Gilles me fait mourir. J'arrive, il est en côte en paillettes. Écoute, donc, moi Oui, c'est je t'ai vu. le genre de choses qui m'amusent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, il était là, t'es sûr, là? T'es sûr, tu veux venir le chercher? Je dis, ben oui. Mais oui, écoute, il faut savoir rire de soi, c'est sûr. Mais ça fait aussi tu sais. partie de la vie, tout ça. Tu sais. Ben oui, tu sais, il faut pas se prendre au sérieux, là. Notre passage sur Terre est court et faut s'amuser. Et puis là, on va terminer là-dessus. T'as ta statue de cire Oui, au monsieur. musée Grévin. Ah ben là, ça, j'ai trouvé ça assez drôle quand même. Oui, ça l'est. Écoute, quand on m'a appelé, je suis partie à rire. Je dis, ben voyons, je pensais que c'était une farce, là. Je dis, mon Dieu, c'est-tu le retour de surprise, surprise, ou je sais pas quoi? Non, 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 c'est très sérieux, très sérieux. Ils t'ont dit quoi? Ben, on dit, on a un comité qui C'est choisit vrai. 2 personnalités par année. Et on a choisi Georges Saint-Pierre et vous. Puis là, moi, en farce, j'ai dit, ah ben oui, puisque comme il y en a un qui coûte pas cher en cheveux, après, vous avez pris un qui a beaucoup, beaucoup de cheveux, tu sais. Mais après ça, j'ai pensé à mes parents. Hmm. J'ai pensé, c'est pour eux que je l'ai fait, très, très honnêtement. Non, mais c'est que c'est Parce c'est- que en je me plus, suis c'est dit, mes bien. parents, oui, oui, c'est bien. Mais là, j'ai fierté. immédiatement la fierté de mes parents. Tu sais, tu sais, on vient comme je te dis, d'un quartier ouvrier, j'étais pas du tout dans un milieu culturel, rien me destinait à ça. Puis là, je les voyais, là, à la soirée d'inauguration, là, mes parents, puis j'avais invité mes oncles, puis mes tantes, tu sais, tout ça. Puis je voyais leur fierté, là, écoute, c'était formidable, c'était formidable. Mais c'est très étrange, hein, de se voir. Ça doit. Comme ma plus jeune fille, là, elle a pas aimé ça, là. Elle me dit, mais maman, je voulais même pas te toucher. Hmm. Tu sais, c'était un rapport, mais elle est très bien faite, par exemple. Ouais, t'es contente des Ouais, résultats? très contente, très, très contente. C'est ce que j'aime pas, je l'aime pas pour vrai dans la vie. Guylaine Tremblay, merci Ah, beaucoup. merci, c'est un Ça a été plaisir. agréable. Oui. Merci. Merci beaucoup à toi. Bye. C'était Guylaine Tremblay en 50 minutes avec Franco Nuovo. Ont participé à cette émission Sylvain Brunet, Marilène Fortier, Jean Gagnon, Franco Nuovo et Camille Parent.